Allez, c'est parti. Écoute, donc on accueille Lélia Benoît qui interne en médaille d'or de l'internat. Et donc tu vas nous parler, et je vais me mettre de l'autre côté, penser le risque de schizophrénie, enjeu pronostic lors du travail clinique auprès de jeunes patients. Alors, donc, penser le risque de schizophrénie, enjeu pronostic lors du travail clinique auprès de jeunes patients. C'est mon travail de thèse de médecine, qui est en réalité un travail de Master 2 de sociologie, si il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que donc j'ai réalisé à l'EHESS l'année dernière en interrogeant des psychiatres, des pédopsychiatres exactement, parisiens et de la région parisienne, sur la manière qu'ils avaient de se poser la question de l'avenir d'adolescents qui suivent en consultation, notamment de leur avenir quant à un risque de début de schizophrénie. Donc je ne vais pas forcément tout vous présenter, sauf si ça vous intéresse beaucoup, mais l'idée ce serait de parler plutôt de la méthodologie de la Grounded Theory, qu'on n'utilise pas beaucoup en médecine habituellement, mais qui est très utile en sociologie. Alors, bon. Donc, là, ce sujet, l'idée c'était de poser la question aux psychiatres de leur pratique médicale. Donc d'aller interroger des professionnels sur leurs attitudes, donc leur manière de voir leur métier et leur pratique quotidienne, ou la manière qu'ils ont d'en parler. Donc là, je leur posais la question d'un pronostic, qui est un des 3 actes fondamentaux de la médecine, avec le diagnostic et le traitement, donc une pratique médicale quotidienne. L'idée du pronostic, c'est à la fois de connaître l'évolution théorique d'une maladie, donc ce qui est dans les livres. On sait que telle maladie évolue comme ci, comme ça, en général, avec tel pourcentage d'évolution de chaque type. Mais le pronostic, c'est aussi une pratique quotidienne du médecin qui consiste, quand il a un patient devant lui, à prévoir l'avenir, donc à imaginer l'avenir de la personne, à anticiper certaines choses, c'est-à-dire on a imaginé un avenir et quand on anticipe, on agit, donc on fait une action en fonction de cette prévision. Et la dernière chose, c'est qu'on peut prédire, c'est-à-dire la prédiction, c'est une forme d'anticipation. Sur la base de ce qu'on a imaginé, on va en parler à la personne. Voilà. Donc le contexte de cette recherche, c'était une recherche qui est française, allemande et suisse. Et l'idée, c'était d'explorer auprès des psychiatres l'impact que pouvaient avoir des nouveaux champs de recherche qui sont celui de la détection précoce de la psychose depuis le milieu des années 90, avec beaucoup de travaux anglo-saxons, notamment australiens au départ, sur l'intérêt de faire des cohortes de patients prospectives, d'adolescents ou de jeunes adultes qui auraient des signes atténués de psychose, qui seraient à risque d'avoir une schizophrénie, et de suivre ces patients, voir s'ils évoluent vers une schizophrénie ou pas, d'essayer de prédire lesquels sont à risque d'évoluer, et puis aussi de mesurer l'efficacité de traitements possibles pour voir si on réussit à éviter la survenue de la psychose. Donc ça, c'est un gros champ de recherche actuellement. Et la France est un peu en décalage par rapport à ce champ de recherche. Si en Allemagne, en Suisse et dans beaucoup de pays anglo-saxons, il y a maintenant beaucoup de centres experts, de réseaux spécialisés où on adresse des jeunes patients pour faire des évaluations standardisées avec des échelles, etc. Et ensuite proposer des prises en charge qui sont spécifiques pour ces ados-là. En France, ça ne s'est pas développé de cette manière-là. Et une des questions de la recherche, c'était de savoir s'il y avait des raisons particulières au contexte français qui faisaient qu'on n'était pas au même rythme que les autres pays européens. Je dirais pas que la France est en retard, ça j'avais mis entre guillemets, parce que dire qu'il y a un retard, c'est quand même une forme de jugement sur ce qu'il conviendrait de faire. La France est en décalage, disons, avec ce rythme-là. Donc les méthodes qui avaient été employées, c'était des entretiens approfondis. J'avais rencontré 12 pédopsychiatres
en Île-de-France. L'idée, c'était d'utiliser la Grounded Theory. Et j'ai rencontré donc 6 hommes et 6 femmes âgés de 28 à 70 ans qui travaillent soit dans le service public, soit en libéral, pour certains dans les deux. Et puis il y avait aussi des psychiatres qui travaillaient au BAPU, donc au soutien psychologique gratuit pour les étudiants à l'université, ou en soins-études, donc en internat. Voilà. 70 ans, ils ont plus le droit d'exercer. En libéral, on peut tout faire. Voilà. Alors, donc je vais peut-être faire un petit point sur la Grounded Theory si ça vous intéresse, parce qu'ensuite c'est les résultats. Alors, l'idée de la Grounded Theory, donc, c'est dans les années 60 que ça a été développé par les sciences sociales aux États-Unis, notamment par l'école de Chicago. Donc, c'est des sociologues qui sont avant tout des ethnographes, donc qui vont sur le terrain. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode qui est moins connue en médecine, parce que nous, on reste beaucoup à l'hôpital. Alors que les sociologues vont se déplacer sur le terrain, dans les lieux où vivent les gens qui cherchent à étudier, pour appréhender au plus près un phénomène, un groupe social, un groupe professionnel. Voilà. Et donc l'idée est avant tout de se fondre dans ce terrain et de prendre le temps d'analyser au fur et à mesure chaque nouvelle information qu'on a. Donc le principe de base, c'est de ne pas partir d'une hypothèse qu'on chercherait à vérifier, mais de faire une méthode inductive, c'est-à-dire de partir des données pour formuler des hypothèses. Donc c'est vraiment l'idée, c'est une expérience d'immersion, ce que j'ai pas finalement fait, puisque j'ai fait des entretiens. Donc j'ai juste utilisé une partie de la Grounded Theory, mais l'idée c'est quand même normalement d'être sur le terrain. Donc c'est une méthode qui est à la fois inductive et comparative, c'est-à-dire qu'on part des données du terrain et on analyse et on collecte au même temps. Donc on va un jour sur le terrain, on regarde ce qui s'y passe, on prend des notes. Quand on rentre le soir chez soi, on note ce qu'on avait oublié de noter, on note des impressions, voilà, on tient un journal de bord, c'est un peu une théorie d'explorateur quelque part. Et au fur et à mesure, on analyse les données qu'on a. Et à partir de cette analyse, on va formuler pour le lendemain, presque le jour suivant, des nouvelles hypothèses qu'on va aller tester. Et donc ça peut être soit simplement observer le comportement des gens, mais on peut aller formuler des hypothèses aux personnes qu'on rencontre en disant j'ai l'impression qu'ici ça fonctionne comme ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est autrement ? Voilà, donc c'est un aller-retour constant entre l'analyse et la collecte. Donc c'est pour ça que c'est à la fois inductif, on part des données, et c'est comparatif parce qu'à chaque fois, le jour numéro 2, on va comparer nos nouvelles données au jour numéro 1. Et ainsi de suite. Voilà. Donc l'idée, quand on fait des entretiens, donc les entretiens là étaient enregistrés, retranscrits mot à mot, évidemment. L'idée au départ, c'est qu'on n'arrive pas avec une grille de questions toute prête. On n'a pas forcément lu toute la littérature sur le sujet, et on n'arrive pas avec des hypothèses très claires, mais on va construire notre grille de questions au fur et à mesure de la rencontre avec les personnes. Bon, en pratique, moi la manière dont j'avais construit ma grille, c'est que j'avais déjà une expérience en pédopsychiatrie, donc j'avais quelques idées en tête, notamment quand j'ai choisi de rencontrer des pédopsychiatres et pas des psychiatres adultes. J'avais en tête l'idée que la manière dont les pédopsychiatres voient l'adolescence, la manière dont ils se représentent l'émergence d'une maladie comme la schizophrénie, le devenir adulte, était peut-être différente de celle de psychiatres adultes justement. Mais ça, c'était une donnée qui était quelque part déjà empirique, puisque je l'avais perçue en étant moi-même actrice sur le terrain en tant qu'interne. Donc je me disais, mais c'est marrant, quand même, les pédopsies, ils réfléchissent pas de la même manière. Donc ça a été un choix à ce moment-là de poser la question aux pédopsychiatres, et en leur demandant, éventuellement, ça peut être une des questions, est-ce que le fait d'être pédopsychiatre, vous avez le sentiment que ça crée quelque chose de particulier dans votre rapport à cette question ? Donc ma grille d'entretien, je l'avais faite en
en posant des questions comme ça. Au départ, des questions qui sont assez larges. Par exemple, est-ce que le pronostic, ça peut être un problème dans votre exercice quotidien quand vous voyez un adolescent? Donc ça, c'est assez large. Oui, non, etc. Et puis on embraye sur cette question. Et l'idée va être d'inclure les fois suivantes certaines réponses à des questions pour reposer la même question à d'autres personnes. Et à l'inverse, il y a des questions que je posais et qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe. Ça arrive comme ça, on arrive avec une idée et puis finalement les gens nous disent « Ah mais non, pas du tout ». Enfin, ou alors ça les étonne tellement qu'on a quand même l'impression d'avoir été un peu en dehors de la question. Donc par exemple, moi j'avais des questions sur les traitements, sur les médicaments, etc. Et finalement, c'était pas tout à fait adapté. Voilà. Donc je vais continuer. Vous voulez que je vous continue à vous expliquer la manière dont je faisais les entretiens ou je vous donne les résultats? Ouais. Alors, donc, les entretiens étaient retranscrits et analysés, et donc dans la Grounded Theory, on fonctionne par étapes. Donc, au départ, on va lire plusieurs fois l'entretien pour se donner une impression globale de ce que c'était. Et ensuite, on va analyser petit à petit, comme du commentaire de texte, en commençant par le premier paragraphe. Et le premier paragraphe, on va lire comme ça plusieurs fois et essayer de faire émerger des codes. Donc, c'est-à-dire, au départ, c'est une sorte de paraphrase un peu, de reformuler d'une manière différente ce que la personne a dit. Donc, là, j'ai pas d'exemple typiquement, mais on va s'intéresser à la fois au fond et à la forme. Par exemple, alors je pourrais vous donner un exemple, vous dire comme ça à l'oral, je demandais, mais est-ce que vous vous posez la question du pronostic dans votre exercice quotidien? Et là, j'avais un psychiatre qui, il commence par un silence, ensuite il fait... Après il se met à rigoler, il fait fou là là là. Puis après il me fait non, c'est quand même une question, vous me posez des questions difficiles parce que bon, enfin c'est compliqué le pronostic. Voilà, donc là on a à la fois dans la retranscription la forme, c'est-à-dire le silence, le soupir, le rire nerveux qui montre le malaise de la personne en face. Et le contenu de ce qu'elle va dire, qui dit le pronostic c'est une question compliquée. Donc on fonctionne toujours comme ça dans le codage quand on reste au plus proche du texte, c'est-à-dire qu'à la fois on va regarder le contenu verbal et au même temps on va s'attacher à regarder la manière, la forme du discours et les métaphores. Par exemple, quand je posais la question qu'est-ce que vous pensez d'un adolescent pour lequel vous vous demandez s'il risque d'avoir une schizophrénie bientôt, et j'avais une psychiatre qui me disait c'est embêtant parce que ça reste là, mais ça émerge pas complètement, mais ça pose quand même problème, et puis ça pourrait déborder à un moment donné et ça pourrait devenir vraiment très, très embêtant. Et donc là, je vous l'ai dit à l'oral, mais à l'écrit c'est plus clair, il y a des ça qui reviennent tout le temps. Et le ça, c'est important de le noter comme ça aux différents endroits de votre paragraphe, parce que ça, c'est typiquement, ça désigne une sorte d'élément indéterminé, de nature assez floue et qui peut être inquiétante. Le ça, c'est la maladie qui n'est pas nommée. Donc c'est cette manière qu'on va avoir de nommer des choses qui nous inquiètent en taisant le nom. Donc là, moi je pose la question de la schizophrénie, on ne répond pas schizophrénie sur un paragraphe, et par contre on dit ça reste là, ça pourrait déborder, enfin voilà, c'est du vocabulaire de l'indéterminé et de l'inquiétant. Voilà, donc ça c'est les codes qui sont à la fois sur le fond et la forme, mais ça c'est du commentaire de texte assez classique. Et une fois qu'on a codé comme ça tout l'entretien, en faisant ressortir donc des premiers codes qui seraient par exemple là, le pronostic est quelque chose de compliqué, l'émergence de la schizophrénie est quelque chose d'indéterminé et d'inquiétant. Déjà je vous dis ça dès
des choses qui sont assez larges. On pourrait le regrouper en concepts. Donc d'abord les codes en numéro 1, ensuite le concept en numéro 2, qui est un regroupement de codes. Et le concept, par exemple, ça va être... déjà, au niveau du concept, il faut que vous ayez une phrase, quoi, par exemple. L'émergence de la schizophrénie est une perspective inquiétante pour le psychiatre, par exemple. On va dire ça. Je vous donne des exemples, là. Et donc, code et concept, dans l'IPA, si on se permettait une équivalence, ce serait sous-thème et thème, par exemple. Bon, avec l'IPA, on est beaucoup plus dans le... Ouais, vas-y, je me trompe peut-être. Non, on est beaucoup plus dans l'impression, tu sais, phénoménologique. Ouais. Et beaucoup moins dans la forme, finalement. Je me posais la question de savoir pourquoi, dès que tu publies un papier, tu as des reviewers qui te disent mais c'est là, ces 3 petits points, c'est quoi? C'est un silence, c'est un machin, c'est un truc. Ouais. Non, on n'y avait même pas pensé, tu vois. Enfin, Ouais. j'exagère, parce que c'est pas complètement vrai. Quand il y a beaucoup d'arrêts, ça peut aussi donner une impression d'hésitation, etc. Mais on ne va pas s'attacher autant que vous. Tu veux dire que c'est des reviewers de Grounded Theory, Et je ça pense qui que dit ça? Ouais. c'est des reviewers qui ont l'habitude de la Grounded qui doivent nous poser cette question-là. Oui, et du coup, les retranscriptions en Grounded Theory, elles sont assez détaillées finalement. Moi, je marque, voilà, pour l'exemple que je vous donnais, j'avais marqué silence, soupir, rire nerveux. Le psychiatre qui me dit vous me posez des questions particulières, il rigole encore. Et puis ensuite, j'avais renoté il est sérieux à nouveau. Et il me dit je sais pas en fait, je sais pas du tout faire le pronostic. Et là, on a tout le langage non verbal entre guillemets. Qui permet ensuite de pouvoir dire que la banalisation de la question est assez défensive, hein, mais que finalement, ce qui ressort, c'est un doute assez sérieux et inquiétant. Donc ça, souvent, on le renote dans les transcriptions. Bon, quand on a fait l'entretien, on se souvient, parce qu'on a évidemment cette impression, mais on fait l'effort de l'expliciter. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est ça. Voilà. Mais moi, par exemple, l'impression que j'avais pendant mes entretiens, c'est que je mettais mes interlocuteurs très mal à l'aise et j'étais très mal à l'aise aussi de leur poser toutes ces questions. Enfin, voilà. Mais bon, ça, en fait, quand on fait la retranscription, c'est important de faire attention à la manière dont ça s'est découpé dans le temps, cette réaction. Donc ensuite, les concepts... Donc on va augmenter en théorisation au fur et à mesure pour produire à partir des concepts des catégories. Voilà. Et la catégorie là, c'est déjà assez théorisé. Ça va être, je saurais pas. Attendez, si je vous donne mes résultats. Une catégorie, ça va être, voilà, par exemple, les 4 sources d'incertitude. Chacune des sources d'incertitude dans la difficulté du pronostic serait une catégorie. Donc il y a la catégorie de la pratique médicale qui est une source d'incertitude, de l'adolescence, de la schizophrénie. Voilà. Mais ça, en général, avec un seul entretien, on a du mal à le faire. Donc il faut déjà avoir plusieurs entretiens avant de pouvoir créer des catégories, on ne le fait pas tout de suite. Et la catégorie est déjà assez théorisée. Donc on a augmenté... on a gagné en abstraction au fur et à mesure. Voilà. Là, on est dans le thème de l'IPA, je dirais. D'accord. Sur la catégorie. Sachant que dans l'IPA, je trouve qu'on va moins loin dans la théorisation. Ouais. C'est pas tout à fait comparable, mais c'est plus sur le niveau-là. Oui, j'ai l'impression des fois que l'IPA, on s'arrête juste... Oui. Je pense qu'on en discutera peut-être après, mais je pense que c'est la vraie différence entre les deux. Bon, on part de moins loin et on va moins loin. Mais on y arrive. Je te laisse finir. Voilà, donc là par exemple, à ce niveau-là, mais donc avant la catégorie, là je vous ai juste dit les 3 pour que vous ayez une idée. Par exemple, le concept, au niveau du concept, on peut déjà s'arrêter et reprendre sa grille d'entretien. Par exemple, je vous donne un exemple de question que j'avais posée. Je posais la question au psychiatre dans ma recherche, est-ce que vous parlez de vos hypothèses diagnostiques aux patients et à la famille? Est-ce que vous dites,
Voilà, moi je me demande si votre enfant il n'est pas en train de développer peut-être schizophrénie, peut-être pas, on ne sait pas. Voilà. Et donc j'avais une psychiatre, une des premières que j'avais vue, qui me disait mais ça c'est un discours de transparence, maintenant on est dans une idéologie où il faut absolument tout dire aux gens parce qu'on y a pensé, mais en fait c'est très angoissant pour les patients, pour les familles. Ça c'est une idéologie de transparence et bon, c'est aussi un peu une manière de responsabiliser les gens, mais qui peut être aussi une forme de, une manière pour le psychiatre de se dédouaner. Voilà. Ce qui a été, il y a des travaux là-dessus, c'est pas, ça sort pas de nulle part, sa manière de voir les choses. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, sur la transparence en médecine, voilà. Presque comme une pratique néolibérale où c'est aux gens de se débrouiller par eux-mêmes, voilà. S'ils ont un risque, c'est à eux de gérer leur risque tout seuls, et voilà. Donc c'était une manière de voir les choses. Mais je me suis dit, est-ce que tous les psychiatres sont d'accord avec cette manière-là de voir les choses ou pas? Donc là, j'ai rajouté une question dans mon questionnaire en me disant, j'ai rencontré une psychiatre qui m'a dit qu'en fait, parler des risques de schizophrénie, c'était une idéologie de transparence pour, je ne vais pas dire pressuriser, mais en tout cas responsabiliser les gens plus qu'ils ne devraient l'être. Et en posant la question à un autre psychiatre, il me dit non, moi je suis pas d'accord parce que je pense que les gens ils ont quand même accès à des informations sur internet, qu'il y a des données qui existent et qui sont vraies sur des pourcentages d'émergence du trouble. On connaît ces données, on connaît ces études, on sait qu'il y a un risque qui est réel et ce serait un peu hypocrite au contraire de dire qu'on ne va pas dire parce qu'on n'est pas sûr, alors qu'en fait si les gens cherchaient un petit peu sur internet, ils se rendraient bien compte que en fait, ces données-là elles existent, donc en fait ce serait de la rétention d'informations. Voilà. Là, on pourrait dire, là ce qui est important dans la grounded theory, c'est au lieu de dire les psychiatres ils savent pas, en fait, ils n'ont pas d'avis sur la question, il va falloir différencier les deux avis et dire on a une question qui est transparence ou information et on a deux profils différents, au moins, on pourrait en avoir trois, mais je vous donne juste deux profils. On va avoir un profil, je caricature un petit peu, mais on va avoir un profil qui va dire non, ça sert juste à culpabiliser les gens, et voilà, et un autre qui va dire non, ils ont le droit d'être informés et on va les informer. Voilà, donc c'est l'idée de... Ça, c'est la méthode vraiment inductive, c'est-à-dire qu'on va comparer au fur et à mesure et voir s'il y a des profils différents qui émergent. En sachant que je vous parle de profil, mais le profil, c'est quelque chose qui arrive tout en fin d'analyse, quand on a rencontré suffisamment de personnes pour pouvoir théoriser un peu de manière assez abstraite et dire si on faisait un cas type, ce cas type serait comme ça. Mais évidemment, c'est pas un cas réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un psychiatre qui pense 100% comme ça. Mais on va tirer aux extrêmes, aux deux extrêmes d'une même réflexion, pour dire un profil type serait la personne qui pense comme ça et un autre profil serait la personne qui pense à l'inverse. Mais évidemment, on va pas dire, on ne pourrait pas dire par exemple le participant à cette étude numéro 10 et le profil comme ça. Enfin, on ne peut pas le caler directement. On peut dire que ce serait une forme d'exemple, mais cette personne-là ne correspond pas, sa pensée ne peut pas être réduite à un profil type. Voilà, et donc l'idée ça va être de continuer ces entretiens et de continuer ces questions jusqu'à ce qu'on arrive à une redondance, c'est-à-dire on n'a pas de nouveaux profils qui émergent, on n'a pas de nouveaux codes particuliers et les catégories qu'on a sont assez stables. C'est-à-dire quand on refait un nouvel entretien, on se rend compte que ce que nous dit la personne, ça correspond déjà à peu près à ce qu'on savait. C'est le moment où on a l'impression de ne plus apprendre grand-chose en fait, dans les entretiens. On a beau essayer de poser de nouvelles questions, on a un peu fait le tour de la question. Ça c'est le ressenti, mais après en pratique c'est la question de la redondance qui permet, si on obtient une redondance sur les différents concepts et sur les différentes catégories, on peut dire qu'on est arrivé à saturation des données, c'est-à-dire qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Donc on a trois phases, une phase de codage, une phase conceptuelle
pour les différentes questions dont je vous parlais, et une phase théorique où là, on va vraiment prendre un certain recul et essayer de trouver une théorie qui rende compte de la question qu'on se posait, de la manière dont elle est dont elle se joue en pratique pour les personnes qu'on a interrogées. Le problème de la phase théorique et des dernières catégories, c'est qu'on ne peut pas tout théoriser dans les entretiens. Donc il y a un moment donné où on fait ce qu'on appelle un codage sélectif, où on va sélectionner en fait une question ou deux questions, voire 3 maximum, qu'on voudra traiter, qu'on voudra approfondir. On ne pourra pas tout faire. Voilà. Et là, la partie théorique dans mon mémoire, par exemple, c'était la difficulté du pronostic, c'est le 1, 2 et 3. Vous voyez, le pronostic, c'est quelque chose de difficile pour les médecins. Le 2, c'est l'ambivalence des psychiatres à l'égard du pronostic, c'est-à-dire un chapitre sur le ressenti émotionnel, enfin l'usage de l'émotion dans le travail par les psychiatres quand ils sont en situation de pronostic. Et la partie 3, donc le 2, c'est vraiment du ressenti pur. Hein. C'est ce que disent les gens sur les questions auxquelles ça les confronte. Et le 3, c'est le travail clinique, donc c'est la manière dont les psychiatres vont parler de leur travail dans ces situations inquiétantes. Voilà, donc ça c'est la partie théorique. Mais j'aurais pu faire d'autres thèmes sur, je sais pas, la manière dont les psychiatres parlent du parcours de soins des adolescents quand ils se demandent si ils vont avoir une schizophrénie, ou un thème sur la manière dont les psychiatres vont parler de leur rapport à la famille de ces adolescents, ou enfin voilà. Mais on ne peut pas tout traiter, et donc probablement que dans ces entretiens, il y avait de quoi le faire, mais ça n'a pas été le but. C'est important d'avoir une petite idée quand même si on n'a pas d'hypothèse formelle, une petite idée du type de théorie qu'on veut décrire. Moi, je savais que je voulais parler des pratiques médicales. C'est grand, c'est large comme thème. Mais ça permet ensuite de réorganiser sa pensée au moment où on a un tas de données et qu'on ne sait plus de quoi on parle. Donc là, je savais que je posais la question au psychiatre en pratique au quotidien, vous faites comment ? Et qu'il fallait que j'ai une réponse en termes en pratique au quotidien, les psychiatres ils font comme ça. Voilà. Ça permet à un moment donné de se recentrer. La question de la sélection des données, elle est vraie dans toutes les méthodes. Ouais. Je pense qu'elle est peut-être encore plus vraie en grandeur parce que tu as encore plus de données finalement. Tu vas coder encore plus de choses que dans d'autres méthodes. Voilà. Il y a une phase d'élargissement du terrain qui est très importante où pour les gens, je parle de terrain, moi j'ai pas fait de terrain, j'ai fait des entretiens. C'est important de différencier parce que l'ethnographie c'est une méthode particulière, mais quand on est dans un lieu en observation, en faisant des entretiens, à un moment donné, on a besoin de pouvoir réorganiser notre pensée en termes de est-ce qu'on va décrire une institution ? Est-ce qu'on va décrire certaines personnes et la manière dont elles travaillent ? Est-ce qu'on va se centrer sur une maladie et la manière dont l'institution construit cette maladie, dont on en parle dans l'institution, voilà. Donc c'est important de savoir quel point de vue on va prendre à la fin aussi, hein. Sinon on se noie complètement. Est-ce qu'il y avait des questions méthodologiques là ? Alors moi je vous conseille donc il y a le livre de Glaser et Strauss de 1967 qui s'appelle Discovering the Grounded Theory, donc qui théorise a posteriori la manière dont ils ont fait les ethnographies de l'école de Chicago pour en faire vraiment une théorie en sciences sociales. Et il y a Cathy Charmaz qui a fait un livre en 2001 sur la Grounded Theory qui est très bien. Et elle avait fait un livre qui, moi, m'avait beaucoup plu, c'est une ethnographe, sur les personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui ont des douleurs chroniques, qui s'appelle Good Days, Bad Days.
et que j'avais trouvé très intéressant parce que vraiment c'était une approche très ethnographique, anthropologique, où elle reprenait comme ça des entretiens avec les personnes et finalement elle construit une pensée qui est très riche sur le discours des personnes, sur leur expérience de vie et leur rapport au temps. Donc moi j'avais bien aimé sa manière de travailler. Voilà. Donc les résultats de mon travail, c'était donc d'abord que le pronostic c'était une question difficile pour les psychiatres et que c'était lié à 4 sources d'incertitude. Donc la première source d'incertitude, quand un psychiatre est amené à rencontrer un adolescent pour lequel il se demande s'il va avoir une schizophrénie par la suite, c'est la question de la pratique médicale. Et les sociologues donc, qui ont fait des travaux sur la pratique médicale et surtout sur l'enseignement en médecine, donc ça c'est René Fox qui a beaucoup fait ça. Il y a aussi Hughes et Baker sur Boys in White. Donc, eux, ils ont étudié les étudiants en médecine, en fait. Tout l'externat, ils ont suivi des étudiants en médecine. Et René Fox, elle a travaillé sur la manière dont on enseigne la médecine à l'hôpital. Et elle dit que un des principaux paramètres de la socialisation en médecine, c'est d'apprendre à gérer l'incertitude, à savoir que la médecine est une science incertaine, un art même, et qu'il est important pour le médecin en formation de connaître cette incertitude et d'apprendre à la gérer. Et que, par exemple, si on ne le reconnaît pas en tant que tel, on peut être condamné par les professeurs, par les collègues. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a l'air trop sûr de lui, par exemple, va être taxé d'incompétence, de légèreté presque. Avec cette gestion de l'incertitude qui est liée à 3 sources d'incertitude, l'incertitude de l'étudiant par rapport à ses connaissances, est-ce qu'il a assez lu dans les livres, hein, c'est ça la première source. La deuxième source, c'est peut-être qu'il a assez lu dans les livres, mais que finalement l'incertitude vient des limites de la médecine. Et la troisième source, c'est qu'il n'arrive pas à différencier est-ce qu'il n'a pas assez lu ou est-ce que ce n'est pas une connaissance qui existe actuellement dans le domaine médical. Donc à cela s'ajoute un raisonnement au cas par cas, c'est-à-dire qu'on apprend en médecine que chaque patient est unique, que chaque individu n'existe que pour lui-même, et que donc on ne peut pas appliquer des résultats statistiques à un raisonnement pour une seule personne. Donc là, j'avais une citation d'un psychiatre qui disait sa manière de réfléchir quand il se pose la question de savoir si un adolescent va avoir une schizophrénie ou pas. Donc là, il donne des statistiques qui correspondent au risque de transition vers une schizophrénie quand on a fait un premier épisode de psychose aiguë. Donc là, il dit, je cite, « On sait qu'il y a un tiers des cas, un tiers des cas, un tiers des cas. Mais il n'y a aucune façon vraiment de savoir si on est dans le premier tiers, le deuxième tiers ou le troisième tiers. » Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces statistiques, en gros, il y a un tiers des gens qui n'auront plus jamais de problème. C'est un peu caricatural. Hein. Un tiers des gens qui risquent de développer une schizophrénie et un tiers des gens chez qui ça pourrait soit revenir, soit évoluer vers un trouble bipolaire, des troubles de l'humeur plutôt. Donc ça, c'est des statistiques qui sont connues, mais ce que dit le psychiatre, c'est qu'il a beau connaître ces statistiques, en fait, ça ne l'aide pas au quotidien. La deuxième chose qui était dite, c'est la question de l'incertitude fonctionnelle. C'est-à-dire que ne pas savoir ce que va devenir la personne, c'est aussi une manière pour le médecin de répondre aux attentes des patients et de la famille et de s'en dégager un petit peu. Là, je cite, c'est le même psychiatre qui dit « Mais je leur dis que je ne suis pas devin aux parents. » Voilà. L'idée, c'est que les parents reviennent toujours avec la même question et moi, je leur dis « Je ne sais pas ». Et derrière ce « je ne sais pas », il y a à la fois « je ne sais pas réellement » et il y a au même temps « laissez-moi tranquille ». Petit peu. Donc, ne pas savoir, c'est aussi une manière pour le médecin de gérer des situations qui sont, qui lui, où il se sent un peu envahi par les parents, et au même temps d'éviter de susciter chez les parents et chez le patient des réactions de détresse. Donc ça, c'est de la gestion d'attente et de relations.
Et enfin, le dernier point de la pratique médicale, c'est que ne pas savoir ce que va devenir un adolescent, ça permet aussi de soulager le médecin. C'est-à-dire que ça replace la maladie dans un contexte symbolique qui est plus fort que le médecin et son pouvoir, en disant voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est la citation. Si on me donne la recette magique qui me fait dire celui-là, il va être psychotique, je veux bien la prendre. Mais en même temps, ça rendrait le boulot un peu chiant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de ne pas savoir dans ce qu'on fait. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont dites. À la fois, la maladie est puissante, et on est des petits médecins face à elle, et on ne pourra pas la deviner. La deuxième chose, c'est que c'est intéressant de ne pas savoir. En fait, ne pas savoir, ça soulage le médecin de sa responsabilité, et en même temps, ça lui permet de maintenir un intérêt éveillé pour ce patient. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont l'incertitude est à la fois inhérente à la médecine et en même temps pratique, fonctionnelle, c'est-à-dire utilisée, réappropriée par le médecin pour gérer son rapport à son travail, à sa curiosité, et gérer son rapport aux jeunes qu'il rencontre et à leur famille. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Bon, bah, on n'est pas obligé de faire la suite. Hein. C'était juste un exemple. Peut-être résumer pour que ça intéresse les uns les autres. Alors, du coup, les autres sources d'incertitude, c'était l'adolescence. Est-ce que c'est juste un adolescent ou est-ce que c'est un futur schizophrène? C'est en très résumé, si vous voulez. C'est difficile de faire la part des choses. L'autre difficulté du pronostic, c'est la schizophrénie, à savoir la schizophrénie. Est-ce que la schizophrénie, c'est classiquement une maladie chronique? Donc comment est-ce qu'on peut deviner par avance quelque chose qui n'existe que si il est là et que ça dure depuis des années? Donc comment est-ce qu'on peut prévoir quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Et puis l'idée de la schizophrénie aussi, c'est qu'on ne sait pas trop si la prévention est efficace, parce que l'idée de ces études de cohorte pour détecter des jeunes qui sont à risque et de voir ce qu'ils deviennent quand on les soigne, c'est de se dire peut-être que si on les soigne suffisamment bien, on va éviter que la schizophrénie ne survienne. Donc ça, c'est un grand problème pour les psychiatres, parce que ils n'arrivent pas trop à croire qu'on pourrait éviter que la schizophrénie ne survienne. Et en même temps, ils sont bien embêtés parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, la schizophrénie, encore. Même s'il y a des études, on n'arrive pas à avoir une certitude sur la nature du trouble, son unicité. Il y a des gens qui disent que c'est plein de maladies différentes finalement, qu'il faudrait déconstruire complètement cette maladie qui correspond à plein de choses diverses. Donc c'est quand même une grande source de questionnement, donc c'est difficile de prévoir quelque chose qui n'est pas un objet facilement appréhendable. Donc le deuxième point, c'était l'ambivalence des psychiatres à l'égard du pronostic. Ça, je vais vous le faire rapidement. Cette difficulté conduit les psychiatres à osciller entre le pessimisme et l'optimisme, c'est-à-dire à la fois se dire bon, on va tout faire pour que ça aille bien, et si on y croit, l'adolescent ira mieux. Et en même temps, si on y croit trop, on n'est pas réaliste. Voilà. Et puis pour le pessimisme, c'est ça, c'est se dire bon, il va quand même très très mal, donc c'est assez mal barré, mais il ne faut pas se décourager complètement, sinon on ne fera rien. Donc c'est une tension comme ça entre optimisme et pessimisme. Ça, c'est la partie sur le rapport émotionnel des psychiatres à ces situations où ils n'arrivent pas à déterminer l'avenir. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je détaille la suite. On n'aura pas le temps. Hein. Il vaut mieux qu'on fasse des questions, je pense. Voilà. Bon, après, il y avait une autre partie sur... Ouais, dis-moi. T'as peut-être un mot, un petit peu de synthèse pour tes résultats, finalement. Pour synthétiser mes résultats, bon, là, du coup, on a beaucoup fait de méthodes. Je dirais que... Alors, pour synthétiser, je vais revenir au début. C'est-à-dire que moi, ma question de départ, c'était comment font mes collègues pour travailler. En gros, hein, c'était une question d'interne. Comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien? Comment est-ce qu'ils réfléchissent quand ils voient ces adolescents? Est-ce qu'ils se posent telle et telle question? Est-ce qu'ils agissent comme ci, comme ça? Donc ça, je pense que là-dessus, à la fois la méthode et le résultat du mémoire permet de répondre à cette question, de décrire le travail des psychiatres dans cette situation-là.
Et donc en ça, je trouve que la méthode sociologique est intéressante parce que c'est vraiment décrire des pratiques professionnelles. Et la grounded theory était intéressante aussi parce que c'est quand même des sujets sur lesquels on n'a pas d'hypothèse très claire, et heureusement d'ailleurs, et il faut vraiment aller au contact des gens pour leur demander la manière dont ils réfléchissent. Voilà, donc en résumé, c'est une question qui est assez compliquée pour les psychiatres au quotidien de déterminer par avance le devenir des adolescents, et ils ont des manières de travailler qui sont beaucoup liées à un engagement émotionnel auprès de l'adolescent, même s'ils ont connaissance de résultats, de cohortes, de statistiques, voilà. Que finalement, malgré toutes les données objectives qu'ils connaissent, le travail qu'ils mènent au quotidien est beaucoup un travail d'engagement personnel auprès de ces adolescents. Voilà. Alors moi j'ai peut-être une question sur le fond, enfin, sur ta recherche dans la nuit, enfin, sur tes résultats. Et finalement, ces médecins-là que tu as rencontrés qui sont très différents dans leur, a priori dans leur façon d'aborder les choses, est-ce que dans la pratique, dans la façon dont ils en parlent, et au final, est-ce que tu as l'impression qu'ils font différemment ou pas? Et ben alors ça c'est une bonne question. Justement j'aurais peut-être... non, on ne peut pas tout détailler. Moi j'avais commencé avec cette idée un peu intuitive ou empirique, enfin sur le terrain, d'avoir entendu des psychiatres qui me disaient non mais de toute façon il y a les chercheurs qui font ci et ça et plein de cohortes où enfin, voilà, enfin, des gens sans cœur, des cerveaux bruts qui ne font aucun cas de l'affect et des personnes qu'ils ont en face d'eux, alors que nous les cliniciens on fait très différemment. Un peu pareil d'ailleurs pour l'idée des psychiatres adultes versus des psychiatres enfants. Et alors, j'ai pas de personnes qui travaillent directement dans des équipes de recherche sur le risque de schizophrénie. Donc ceux-là, je les ai pas vus. Mais j'ai discuté avec eux par ailleurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les profils, toutes les personnes, quel que soit le lieu où elles travaillent, leur rapport plus ou moins éloigné à la recherche, ont une même pratique clinique au quotidien qui est de s'engager dans un suivi de long terme avec l'adolescent et les parents. Et quel que soit le degré d'information qu'ils disent, c'est-à-dire même pour ceux qui peuvent parfois donner des statistiques, etc., ça va être accompagné d'une... C'était la question de garder les portes ouvertes, de toujours redire aux patients, à la famille, que le plus important, c'est de s'engager dans un suivi et de laisser à l'avenir toutes ces possibilités. Donc ça, c'était à la fois chez des psychiatres qui travaillent dans des équipes de recherche, qui ont mené des cohortes sur le devenir de certains jeunes jusqu'à 25 ans pour voir est-ce qu'ils ont développé une schizophrénie ou pas. Il y en a dans les personnes que j'ai interrogées. Et chez des personnes qui se déclarent assez éloignées de la recherche, je caricature presque, mais de dire voilà, moi je fais de la psychanalyse en cabinet et je ne suis pas au courant des articles des anglo-saxons et ça ne m'intéresse pas. Voilà, il y avait des gens qui disaient ça, mais finalement, en pratique, ils ont à peu près la même approche un peu attentiste à ce qui pourrait se dérouler ensuite, voilà, qu'ils retransmettent aux patients et à la famille. Ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui marche dans le soin. C'est intéressant parce que je fais le lien avec des études que je lis en ce moment sur les psychothérapies, l'évaluation des psychothérapies. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que la méthode psychothérapeutique, ça intervient pour peanuts dans le soin et dans la guérison. Oui, c'est le lien, c'est l'alliance. C'est une psychanalyse du machin. Globalement, c'est pas la technique qui fonctionne. Oui, c'est le lien à la personne, c'est ça. Les techniques fonctionnent globalement, mais c'est le lien, c'est la personne, c'est il y a une étude qui arrive à la conclusion que c'était beaucoup en lien avec la personnalité du thérapeute, et que les thérapeutes qui étaient les plus efficaces, c'était des femmes de 50 ans qui portent un châle. Mais oui, c'est ça. Mais oui, on était ensemble au truc. Et que les 10% de bons thérapeutes sont 3 fois meilleurs que les 10% des plus mauvais. C'est ça. Et qu'en fait, c'est toujours les mêmes. D'ailleurs, les 10% ne changent pas. C'est ça, hein. Il y avait en plus...
Bon, c'est inquiétant. Ça pose vraiment cette question-là, qu'est-ce qui marche dans le soin, qu'est-ce qu'on fait quoi, avec nos patients, parce que finalement on a tous des idées très différentes de ce qu'on fait et au final on a l'impression qu'on fait à peu près tous la même chose. Peut-être tous la même chose, ou peut-être que c'est aussi une rencontre finalement. Je sais pas, ça je me dis, des fois simplement pouvoir dire aux gens mais si ça s'est pas bien passé avec un psy, ça veut pas dire que ça se passera mal avec un autre. Je sais pas si les familles, si les ados ont notion de ça beaucoup, qu'on peut trouver quelqu'un absolument insupportable et finalement rencontrer quelqu'un d'autre qui nous correspondra beaucoup mieux. Mais je pense que c'est parce qu'on est vraiment, on a l'illusion que la méthode sert à quelque chose, alors qu'en fait, en pratique, comme pour tout dans la vie, c'est une question de rencontre et de gens avec qui ça se passe. Au moins rassurer le psychiatre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour le psy, c'est important les méthodes. Et après, juste pour revenir sur la grande aide et la différence que je t'évoquais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, la grande aide, elle est beaucoup plus complète, dans le sens où elle est beaucoup moins théorique au départ. L'IPA est quand même tu vas, tu l'as dit, dans la grande œuvre, tu fais du commentaire de texte, c'est-à-dire tu vas tout étudier. En IPA, déjà, tu pars sur l'idée que tu vas juste étudier tes impressions et ce qui fait sens pour toi. Finalement, tu te concentres sur ce qui fait sens. Donc déjà, tu élimines un certain nombre de choses. Et effectivement, de l'autre côté, c'est-à-dire, quand je te disais, bref, peu importe, de l'autre côté, tu ne vas pas à une théorie explicative globale d'un phénomène. C'est un peu ça l'idée de la grande œuvre quand même. Oui. Donc tu le dis bien en disant on va répondre à une question, mais tu vas essayer d'y répondre complètement. Parce que l'IPA, tu t'arrêtes à un moment donné, tu ne vas pas aussi loin que ça. Tu ne vas pas essayer de trouver une théorie explicative complète d'un phénomène. Oui, on fait émerger des dimensions et puis... Et puis tu vas utiliser tes dimensions pour aller régler un point précis que tu t'es posé au départ d'un truc qui peut être très pratique dans le soin par exemple. Mais c'est vrai que oui, des fois, moi ça me donne envie presque de compléter au-delà des dimensions de l'IPA. On a ces différentes dimensions qui émergent et puis... mais c'était un peu la question qu'on se posait l'autre fois sur l'adoption internationale. Est-ce qu'il ne faut pas faire un pas de plus dans la théorie sur... bref, c'est hors sujet. Oui, je pense que la grande théorie, c'est quand même décrire des milieux au départ. C'est à la fois... là, je me suis plus basée sur la description du milieu médical et de l'enseignement en médecine, parce que c'était mon sujet, mais c'est tous des milieux sociaux, le milieu de la nuit, le milieu des joueurs de jazz, le milieu des milieux de personnes déviantes aussi. Voilà, donc c'est presque une approche documentaire, en tout cas de rendre compte comme ça de ce qui s'y passe, d'un monde en fait, avec ses règles, ses acteurs. C'est ça l'idée, c'est vraiment c'est voir les gens dans leur vie, avec leur manière de faire. Donc ça, c'est vrai que l'IPA, c'est un peu différent. Après, voilà, j'espère que vous aurez un meilleur cours, parce que je pense que si un sociologue écoutait ça, il s'inquiéterait. Mais bon, c'est de l'application pour la médecine, quoi. Je pense que c'est important de donner des petites clés, même si tu vas dire, pas utiliser les bons termes, pas caricaturer un peu les choses. Je pense qu'on a besoin de ça, parce que la théorie c'est très bien, mais c'est toujours difficile à appliquer en pratique. Et je pense que même pour les sociologues, là, ils se rendent compte, les pauvres, que les financements d'ethnographie, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant payer 10 ans de travail de terrain incognito dans un milieu particulier. C'est très compliqué, donc ils sont aussi contraints de faire des thèses en 3 à 4 ans. Donc ils sont obligés aussi de réduire un peu. Et je trouve que ce qui émerge... peut-être plus là dans la question des entretiens, effectivement, c'est cette idée qu'on va essayer de prendre en compte le fond aussi. Par exemple,
à la différence de l'IPA, je ne sais pas si vous connaissez un peu les logiciels d'analyse qualitative. Comme InVivo ou Alcest, etc. Alors moi j'étais très motivée au départ pour les logiciels et puis mon tuteur m'avait dit que ça allait être nul et je ne l'ai pas cru. Et donc j'ai essayé et en fait effectivement le logiciel empêche quelque part de faire ce suivi métaphorique, c'est-à-dire de lire le paragraphe en diagonale avec par exemple tous les ça. Quand je vous disais tout à l'heure, le ça c'est le marqueur de l'inquiétude. On est tenté avec le logiciel, ça a une forme le logiciel, donc ça formate aussi notre pensée dans la manière de l'utiliser. On va être tenté avec le logiciel de faire d'abord une paraphrase, phrase par phrase, et ensuite de regrouper nos vignettes de manière très séquentielle. Et ça empêche un codage un peu en diagonale qui va être important pour décrire justement si je vous fais la théorie, le codage, ça va être ça, c'est inquiétant. Ensuite, le concept, ça va être la schizophrénie comme quelque chose d'indéterminé qui va survenir. Et la théorie, ça va être les psychiatres continuent à considérer que la schizophrénie, c'est une catastrophe qui détruit la vie de la personne. Voilà. Donc ça, c'est théorisé de manière assez caricaturale, mais on pourrait dire, voilà, les professionnels de santé qui s'occupent des personnes qui souffrent de schizophrénie sont les premiers à penser que ça reste une catastrophe pour toute la vie et que ça les détruit, quoi. Donc ça devient assez provocateur, enfin en tout cas assez pointu comme idée, et on part au départ de petits mots comme ça qui émergent dans le discours et qui sont très difficiles à saisir quand on est pris dans un logiciel qui nous empêche d'y réfléchir. Et pareil pour l'IPA, je trouve que ça ferme la pensée. C'est peut-être moins compliqué parce que tu codes, tu annotes moins, on va dire, tu es plus dans le codage direct. Oui, c'est ça. Mais bon, quand même, j'arrive pas à m'y faire. Je pensais là, je regrettais presque de ne pas vous avoir ramené mes premiers entretiens codés parce que c'est vraiment, enfin, et encore j'avais imprimé que sur le recto en diminuant, vous savez, on n'imprime pas sur des pages entières, hein. Moi j'imprimais sur une demi-page tout petit, en petites colonnes comme ça pour noter sur les côtés et puis derrière et puis à la fin on a un truc qui est avec des tonnes et des tonnes de code. Je montre ça en général. Ça. Voilà, c'est ça. Le cours, je montre une page de codage pour c'est ça. Imaginer ce que ça peut donner. Donc juste le mettre au propre, mettre le deuxième au propre entretien, et puis ensuite on se retrouve déjà avec 25 pages de code et de sous-titres et de choses à modifier. Voilà. Mais c'est ça, juste pas pour les PRL, je sais que vous utilisez, mais par exemple sur un niveau, c'est juste organiser ton matériel, mais effectivement tout ce qui est plus des commentaires du texte, tout ça, il faut le faire vraiment dans une feuille de papier avant et après, le niveau sert juste à organiser les choses pour après pouvoir faire des liens entre les différents cas, etc. Mais ça ne sert pas à avoir... Peut-être dans un second temps, ouais. Oui, c'est vrai que quand tu as beaucoup de matériel, ça peut être utile. Et quand tu partages avec tout le monde. Mais effectivement, dans tes premiers temps de codage, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, tu ne peux pas faire directement sur une. Il faut pouvoir gribouiller, entourer, comme quand on faisait du commentaire de texte, quoi. On souligne, on entoure, on met des petits... c'est assez graphique, quoi. Et en fait, je vous avais pas dit, mais moi j'ai pu comparer, puisque l'année dernière, j'ai fait mon Master 2 de psychologie transculturelle en utilisant l'IPA. Donc j'ai fait tous mes entretiens sur l'adoption internationale en utilisant l'IPA, et les entretiens avec les psychiatres en utilisant la Grounded. Et donc c'est effectivement assez différent. Et l'IPA, moi par exemple, je pouvais le faire assez rapidement sur Word avec des petits commentaires autour, en sachant que j'avais une question précise sur l'entretien qui était le lien au pays de naissance. Et assez vite, je pouvais, à la fin de chaque entretien, je faisais déjà le point 3 de la Grounded Theory. Je faisais déjà des catégories.
même si à la fin d'un article, en général, on a choisi 3 catégories, enfin on les a regroupées, là j'en faisais, je sais pas, 5, 6 ou 7, mais c'était déjà des catégories. Et au fur et à mesure, j'en faisais d'autres, et puis je les regroupais un petit peu, ou j'en éliminais certaines si je pouvais pas tout faire. Mais c'est quand même déjà plus synthétique.